Ce dimanche, en Formule 1, il y a un truc qui va pas. Parce que la domination d'un pilote dans une voiture dominante nous fait envier la prochaine réglementation technique pour 2022, mais c'est pas de la domination de Hamilton, mais de Verstappen dont il était question. Et Red Bull arrive à menacer Mercedes avec 2 voitures contre une, alors que normalement c'est l'inverse. Et Bottas, c'est le pilote le plus malchanceux du monde. Bon, ça c'est comme d'habitude en Formule 1. Mais on a un pilote qui gagne des places au départ en coupant la piste, et ça c'est du jamais vu en Formule 1. En tout cas, pas depuis le Grand Prix de Russie 2021. Je trouve ce Grand Prix du Mexique toujours agréable à vivre, et il est bien dans la lignée du Grand Prix d'Austin qu'on a eu 2 semaines plus tôt. Pas le plus simple pour se suivre et dépasser, mais un challenge stratégique demandant une réelle gestion de l'usure pneumatique. Et si cette fois on a été privé de la lutte Verstappen-Hamilton, ce 9e doublé entre les candidats au titre mondial démontre une nouvelle fois à quel point ils sont capables d'extraire tout ce qui est possible de leur matériel. En apparence, c'était une des victoires les plus confortables de la saison de Verstappen, mais ce serait oublier les difficultés rencontrées par Red Bull en qualification, qui a contraint Maximus à faire le boulot au premier freinage en partant de la 3e place. Et s'il faut avouer que Bottas l'a beaucoup aidé, ça n'enlève rien à ce freinage sublime et tardif à l'extérieur du virage 1. Perso, j'étais persuadé qu'il allait se mettre dehors et que ça causerait une énième polémique, mais que nenni! Il a fait ça chirurgicalement, il a conduit un premier relais sublime prenant près d'une demi-seconde au tour sur Hamilton. Donc assez peu à ajouter sur sa course, assez solitaire, si ce n'est que on peut apprécier ses manœuvres défensives sur Bottas en fin de course pour pas qu'il prenne le meilleur tour. Quant à Hamilton, son manque de rythme face au Red Bull ne rend que plus solide sa 2e place à l'arrivée, où il résistait à un Sergio Pérez boosté par la tequila atmosphérique dans ses tribunes qui lui étaient entièrement dévouées. Et après un bon envol, il n'était hélas pas le mieux placé au premier freinage, un peu forcé à l'intérieur par son coéquipier, il a donc dû ralentir un petit peu plus que Verstappen, qui lui pouvait profiter d'être sur la trajectoire idéale et de prendre une ligne de course un petit peu plus large. Après cela, rattraper Verstappen n'était plus une option tant il était rapide, et Mercedes ne pouvait plus que se protéger de Pérez en faisant Hamilton s'arrêter un petit peu plus tôt pour profiter de quelques tours avec des gommes dures plus neuves pour étendre le minuscule écart qui le séparait du Mexicain. La compétition entre Maximus et lui est tellement serrée que ces 18 points de retard au championnat, ils semblent bien plus conséquents qu'ils ne le sont réellement. On est en Formule 1 et Hamilton en est témoin, il a déjà vu des écarts de 17 points rattrapés à 2 courses de la fin, et ce en un temps où la victoire donnait 10 points. On parlera de Raikkonen plus tard, t'inquiète pas. 3e à domicile en ayant mis toute la pression du monde à Mercedes et Hamilton, les empêchant toute stratégie alternative pour embêter Verstappen, marquant également une nouvelle fois un premier relais extrêmement long, enregistrant pour la première fois de sa carrière 3 podiums consécutifs. C'est une longue introduction, mais tout laisse à penser que Sergio Pérez mérite les éloges qu'il a reçus ce dimanche. Et disons que comparé à son début de saison, on peut dire bravo à Checo pour son regain de forme depuis quelques courses, parce que il n'apporte pas, c'est pas juste il apporte les résultats, il est là, Red Bull peut compter sur lui. On disait encore il y a quelques mois que ce second baquet était maudit, et j'ai l'impression qu'on commence à prendre le Mexicain au sérieux, autant qu'on peut prendre Bottas au sérieux chez Mercedes. Comprends cette phrase comme tu veux. Mais si je pense que Pérez a passé la barre du seuil qui s'appelle t'as fait un bon boulot à la vue du contexte, je pense que c'est quand même en deçà de la barre du seuil qui s'appelle tu finis un peu trop loin de ton équipier. Vous savez que je l'aime mon Checo et que ce dimanche c'était horrible de suivre un autre pilote. Quand il est revenu en fin de course sur Hamilton, on l'a vu obligé de tenter de suivre, puis de s'éloigner au bout de 2-3 tours pour refroidir sa machine et revenir attaquer quelques tours plus tard. C'est la preuve que c'était un petit peu un calvaire ce week-end. Mais je pense que si finir 2e aurait été merveilleux pour Red Bull, ça aurait pas été tant un exploit que ça, parce que la différence de rythme qu'il y avait entre Mercedes et Red Bull était très conséquente. Et si Mercedes avait un bon avantage en vitesse de pointe, le DRS n'offrant que 2 dixièmes à Pérez dans la ligne droite principale, depuis la caméra embarquée de Pérez, je pense qu'on a vu au moins 2 fois Hamilton glisser à la sortie du dernier virage, et j'ai l'impression que Pérez n'a pas su en tirer avantage. Mais bon, je vais pas entièrement le blâmer non plus, il y a de beaux progrès, et je ne suis pas certain que ses prédécesseurs auraient fait mieux que lui en termes de rythme et de gestion pneumatique. Mais je ne pense pas exagérer d'avoir un sentiment d'insuffisance quant à son résultat.
Valtteri Bottas pourra se consoler à l'idée de partager un succès de 19 premières places avec Verstappen. Pour Valtteri, c'est 19 fois en pole position et pour Verstappen, c'est 19 fois premier en course. Voilà, ils ont chacun choisi leur domaine de réussite. Ça se respecte, ça s'applaudit parce que quand même c'est une sacrée pole qu'il a enregistrée ce samedi. Et que oui, c'est aberrant de constater la malchance qu'il peut avoir et ce dimanche ne fait pas exception. Mais si je dois parler un petit peu directement, brutalement, le fond de ma pensée, j'ai un peu l'impression qu'il s'est pas bien aidé non plus. Après un envol pas transcendant, mais bon, c'est pas la première fois cette année qu'on voit les Mercedes rater leur départ, il a voulu faire un peu le jeu de l'équipe en donnant l'aspiration à Hamilton plutôt qu'à Verstappen, ce qui est sincèrement louable et en même temps logique, mais de jouer le jeu de l'équipe, je veux dire. Mais le fait est qu'en faisant cela, il a laissé toute la place à Verstappen de rester sur la trajectoire propre, à savoir celle sur laquelle tous les pilotes roulent et déposent des bouts de gomme tout au long du week-end, ce qui a permis à Verstappen de réussir cette sublime manœuvre. Je pense qu'en verrouillant cette trajectoire dite idéale, il aurait certainement donné l'aspiration à Verstappen, mais avec Hamilton qui était juste à sa droite, je pense que Max se serait retrouvé bêtement pris en sandwich et incapable de tenter quoi que ce soit au premier virage, même s'il avait eu l'aspiration, parce que à sa droite il y aurait eu Hamilton, à sa gauche il y aurait eu l'herbe et il aurait pas pu tenter de dépassement. Quant à sa collision avec Ricciardo, je soutiens l'idée de n'en pénaliser aucun parce que si l'Australien est entièrement coupable d'avoir percuté Bottas, je trouve que ce dernier ne s'est pas fait de faveur en passant du milieu de la trajectoire subitement à l'intérieur, coupant ainsi la route assez brutalement à quiconque prenant le chemin qu'a suivi Ricciardo. Et on est au Mexique, c'est toujours comme ça ici sur ce tracé, il y a toujours 3 voire 4 voitures de front tellement que la ligne droite est longue et que tout le monde se donne l'aspiration. Donc couper ainsi la trajectoire au premier virage quand il y a 15 voitures derrière, ça me semble pas le plus pertinent, même si Ricciardo aurait tout autant pu s'attendre à ce genre de scénario en forçant un petit peu l'intérieur au virage 1. Et à partir de cette touchette, la course de Bobo était ruinée. Certes, on sait que c'est pas le plus agile pour dépasser dans le peloton, mais encore une fois, c'était un calvaire sur ce tracé, donc on peut pas bien le lui reprocher, et la seule chose qu'il pouvait vraiment faire, c'était de prendre le point du meilleur tour à Verstappen, ce qu'il a fait. En 2 tentatives, mais parce que Verstappen lui a gâché la première, justement. Gasly termine 4e et par ce simple résultat place AlphaTauri à égalité avec Alpine au championnat constructeur. Je suis tout pour louer sa prestation. Il a un petit peu zioté la 3e place au départ lorsqu'il a dû couper la piste pour éviter le chaos de l'incident du départ. Mais il s'est très vite stabilisé en 4e place, enregistrant un premier relais très fort qui lui a permis de creuser l'écart sur les Ferrari. Mais en contrepartie, je tiens quand même à souligner que AlphaTauri a montré cette année que sur certains circuits, ils étaient capables de se battre comme si c'était la 3e force du plateau. Hélas, pas avec la même régularité, ce qui explique qu'ils soient si loin. Donc au final, pour moi, cette 5e place que AlphaTauri est en train de viser, elle devrait être acquise depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de points perdus en début de saison selon moi, plus évidemment le fait que Tsunoda soit pas encore tout à fait dans le coup. Ça reste une voiture grandement inspirée des Red Bull précédentes, donc c'est pas surprenant qu'elle soit si forte ici, et en toute logique, elle devrait également l'être au Brésil. Et Tsunoda a confirmé ce bon rythme en qualification, et dans Gasly, en lui donnant un bon coup d'aspiration en Q3, puisqu'il allait partir du fond de grille dans tous les cas pour pénalité moteur. Il a bien joué son rôle, mais bon, il a causé un peu de chaos en fin de session en sortant de la piste. Pour sa défense, il avait des pneus un petit peu trop usés, et il n'était pas du tout sur un tour rapide. Mais bon, ce qui a compromis du coup les tours de Verstappen et Perez. Et en course, malheureusement, il a été pris dans le méli-mélo avec Ocon et Schumacher et il n'a pas vu plus loin que le 2e virage. Mais je pense qu'on peut de nouveau souligner l'évolution de Tsunoda qui reste sur cette progression assez constante depuis quelques grands prix, même si c'est toujours pas flamboyant, au moins ça continue d'être au niveau attendu. Et si Ferrari regrettera d'avoir manqué cette 4e place à l'arrivée, leurs pilotes en 5e et 6e position permettent à la Scuderia de reprendre la 3e place au championnat constructeur après un week-end abominable pour McLaren. Charles Leclerc était en difficulté ce week-end face à Carlos Sainz, mais 5e c'est un résultat plus que satisfaisant.
Il était 8e seulement en qualif, mais il s'est remis de ça en profitant du chaos au départ pour prendre la 5e place en coupant le 2e virage. Il a gagné quelques positions en gagnant la piste, mais la direction de course avait précisé avant le Grand Prix que les commissaires sportifs seraient indulgents si cet enchaînement était coupé au départ dans la mesure du raisonnable et si les circonstances le justifiaient. Évidemment, c'est pour ça qu'il n'a pas eu à rendre la position. Mais pendant la course, surtout sur son second relais en pneus durs, il commençait à commettre beaucoup d'erreurs, un petit peu surpilotant. On lui a demandé de laisser passer Sainz en fin de course pour qu'il tente d'aller chercher Gasly avec ses pneus plus frais. Mais c'était un assez gros cafouillis, cette consigne d'équipe, parce que il a reçu la consigne pendant qu'il dépassait des retardataires, donc c'était pas trop possible. Ensuite, l'ordre a été annulé et ensuite il a été donné de nouveau, donc Sainz a perdu un petit peu de temps. Mais je pense pas que c'est ça qui lui a coûté la 4e place non plus. Parce que pour ce qui est de la course de Carlos Sainz, lui, il a dû reprendre une place qu'il a perdue au départ. Il l'a reprise à la relance sur Giovinazzi et il semblait plus rapide que Leclerc tout au long du week-end. Mais plutôt que de perdre du temps à donner des consignes d'équipe très tôt dans la course, Ferrari l'a orienté sur une stratégie différente, étendant son premier relais très longtemps pour tenter justement de profiter d'un meilleur rythme en fin de course pour aller chercher Gasly, ce qu'il n'a pas pu faire et il a ainsi rendu la place à Leclerc au drapeau à damier pour terminer 6e. Je crois que personne ne l'a vu et ça me surprend pas tant la course de Vettel était discrète, mais que cette 7e place est belle pour Aston Martin et lui, non pas qu'elle soit utile au championnat constructeur, loin de là, ils sont loin, mais ça manquait de bons résultats dernièrement. 11e en qualification semblait le mieux qu'il pouvait prendre, mais avec les pénalités et le double KO de Bottas et Ricciardo, suivi de l'arrêt prématuré de Giovinazzi, il a pu prendre cette 7e place qu'il n'a jamais lâchée. Quant à Lance Stroll, c'est assez désespérant. Le crash en Q1, c'est jamais très glorieux, surtout que c'est pas le premier cette année. Il serait parti en fond de grille malgré tout à cause d'une pénalité moteur, et en course, il a pas particulièrement pu faire des choses notables, si ce n'est passer les Williams. C'était vraiment un week-end sans pour Stroll. Et côté bon résultat, coucou Kimi qui prend sa 2e, 8e place en 4 Grands Prix. Belle forme en ce moment. Il n'est pas passé loin des points à Austin en Turquie également. Lui qui bénéficiait des pénalités de grille également, mais il n'a pas non plus démérité en qualification pour en tirer le plein avantage. Il était primordial qu'il passe rapidement Russell en début de course, ce qu'il a fait, et à partir de là, il a mené une course solitaire loin derrière Vettel, mais ayant creusé suffisamment de marge pour pouvoir gérer son Grand Prix face à ceux qui étaient derrière lui. Mais force est d'admettre que, encore une fois, derrière une réussite Alfa Romeo se cache un plantage d'Alfa Romeo. Parce qu'après un énième crash en qualification, Giovinazzi ne faisait pas le fier, mais il a encore une fois pris un excellent départ, bien géré la mêlée pour se retrouver 6e à la fin du premier tour. Il y avait de gros points qui étaient possibles, mais Alfa Romeo l'a arrêté très tôt, et il s'est retrouvé bloqué derrière un Bottas qui... Bottas était certes dans une Mercedes, mais il était sur une stratégie différente où il essayait de faire une course de gestion en pneus durs pour mener à peu près toute la course. Et en étant ralenti de la sorte, les rivaux de Giovinazzi en ont profité pour rester devant lui alors qu'ils étaient derrière au moment où il s'est arrêté. C'est assez triste pour être honnête, mais c'est une constance dans cette équipe cette année, j'ai l'impression. Quand c'est pas l'un qui se plante, c'est l'autre, y a rien qui va. Je vais continuer à faire le fanboy, alors j'espère ne pas gâcher ton expérience, ami d'Instagram, mais si t'enlèves ces abandons, la course en Belgique où il n'y a pas eu de course, la Turquie où il s'est fait harponner au départ, et on a un Alonso qui n'a que 2 ratés hors des points cette année, et c'était en début de saison quand il était en train de revenir. La 9e place, c'est pas brillant non plus ce week-end, mais ça permet à Alpine de pas trop perdre la face à Alpha Gasly, et ça lui fait 12 entrées dans les points sur 18 Grands Prix. Il a dû couper le 3e virage au départ, mais après cela, il n'a eu que Mazepin et Russell à dépasser pour entrer dans le top 10, puis compter sur la boulette des Alfa Romeo pour prendre un point de plus à Giovinazzi. Un peu comme Raikkonen, une course un peu en solitaire dans une voiture qui semble déclinante depuis quelques grands prix, certainement parce qu'elle est plus développée depuis très longtemps, donc ces petits points sont vraiment importants à ce stade de la saison.
Et c'est pas pour enlever quoi que ce soit non plus à Ocon, qui n'est pas ridicule avec 10 entrées dans les points cette année, et qui a été fort malchanceux au départ, condamné au fond de grille à cause d'une pénalité également, c'était un peu le festival ce week-end. C'est un miraculé qui a pu témoigner de la solidité des suspensions avant de Alpine en se prenant un Tsunoda et un Schumacher par roue, un de chaque côté, et en repartant comme si de rien n'était avec des dégâts mineurs. Peut-être que avoir des suspensions qui encaissent de tels chocs, ça permettra à Alpine de comprendre que il y a un truc qui va pas avec cette suspension, je sais pas, ou alors faut chercher la performance ailleurs. Toute blague mise de côté, toute blague pas drôle, qui plus est mise de côté, la course de Ocon a été plutôt solide, je trouve, remontant comme il pouvait, encore une fois, dans une machine qui était pas trop au niveau, mais il a fait quelques dépassements pour aller chercher cette 12e place finale. Lando Norris prend le dernier point possible en partant du fond de grille. Après avoir récupéré la 15e place suite au chaos du premier tour, il a dû aller chercher cette position au talent lui aussi, passant les pilotes devant lui pour prendre ce point ridiculement insignifiant, j'ose dire, pour McLaren, face aux 18 marqués par Ferrari. Ricciardo, quant à lui, était dans un bon week-end, 7e en qualification, mais avec cet incident au départ, il pouvait plus espérer grand-chose, mais je vais pas revenir sur ce que j'exposais plus tôt. Pour moi, c'est un incident de course bête et méchant, et qui a eu des grosses conséquences, mais voilà. Après cela, il a eu un autre contact avec Russell un peu plus loin pendant le premier tour, ce qui a cette fois-ci endommagé son fond plat, et pas du tout facilité le reste de sa course. Il aura eu au moins le mérite de tenir Bottas, ce même Bottas dont il avait gâché la course derrière lui tout le Grand Prix, histoire de continuer à lui pourrir son week-end. Et enfin, les Williams étaient en difficulté malgré une belle qualification de Russell, mais avec sa pénalité, c'est Nicolas Latifi qui partait 13e sur la grille, mais au final, il a pas pu faire grand-chose et malgré un sublime départ de Russell, qui l'a placé 9e, il n'a pu que chuter dans le classement, souffrant d'un problème dans le cockpit parce que, en fait, suite à son contact avec Ricciardo, il s'est relevé dans la voiture pour voir s'il avait des dégâts à l'aileron avant. Et il a déconnecté 2-3 trucs dans sa voiture, donc il a eu des problèmes de boisson. Non, je parle de la pompe à eau, pardon. Enfin, le truc qui le fait boire. Je parle pas de son addiction au whisky quand je parle de problèmes de boisson. Et chez Haas, c'est un petit peu comme d'habitude. Mazepin était pas si loin que ça du rythme en qualification, mais toujours derrière. Mais il peut au moins apprécier le fait d'avoir accumulé les kilomètres et d'avoir pu briller au départ, parce qu'il se retrouvait 11e à la relance. Encore une fois, un super premier tour de sa part. En course, c'est un peu difficile de juger quoi que ce soit parce que il y avait pas Schumacher, mais bon, il termine à plus de 1 minute de Latifi qui était sur une stratégie également à 2 arrêts. Ça reste quand même beaucoup. Et pour Schumacher, du coup, qui n'a pas terminé le premier tour suite à ce contact avec Ocon, pour le coup, j'ai envie si je dois mettre le blâme sur quelqu'un, ce sera un petit peu plus pour lui. Je pense qu'il a été un petit peu optimiste à l'amorce du virage numéro 2. Et il s'est rabattu assez brutalement sur Ocon pour éviter un autre contact sur sa droite. Mais ça reste de la course, donc rien de déplorable non plus, on va pas lui tomber dessus pour ça. Et comme chaque année pour le mois de novembre, l'association Movember vous invite à faire une petite campagne d'information et de récolte de dons pour soutenir leur action, pour faire avancer la recherche dans les maladies typiquement masculines, très viriles, pleines de testostérone comme toi, et également de la prévention du suicide et de tout autre truc pas très sympathique qui peuvent se passer dans ta tête ou dans la tête d'autres personnes. Comme tu peux le voir à ma pilosité faciale, je soutiens cette association. Tu peux également participer à ton échelle en faisant une petite participation de type pécuniaire dans le lien qui se trouvera en description. Et sinon, si tu ne peux pas te le permettre, tu peux également arborer une belle pilosité à la Nigel Mansell sous tes naseaux. Et si tu n'en es vraiment pas capable parce que Dame Nature n'est pas assez sympathique avec toi et que tu as quand même envie de faire quelque chose, tu peux toujours en parler à ton entourage, etc., etc. Merci, c'est gentil, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ça me touche, donc si tu te sens concerné,
Fais ce que tu veux, c'est ta vie. Bref, le message est passé. Et pour la seconde année consécutive, je tiens à remercier les éditions Amphora qui continuent de consacrer un livre par an à la Formule 1 cette année, entièrement dédié à Alpine. Donc si jamais tu désires te renseigner là-dessus, j'en parlerai évidemment un petit peu plus tard. Là, c'est pas vraiment le prétexte, mais j'en profite pour les remercier. Sache que le bouquin est encore une fois lourd et riche en passion. Et je pense que si t'es très axé sur Alpine, ça peut te plaire parce qu'il y a... Bon, ça va, t'inquiète pas, il y a des images. Si toi aussi, comme moi, tu sais pas lire, il y a au moins des images dedans. Et ça va... Et si t'es vraiment un gros fanboy, tu vois, ça va jusqu'à la victoire d'Ocon en fin d'année. Enfin, même si c'était pas en fin d'année. Ça va jusqu'à la victoire d'Ocon, donc tu pourras revivre ce moment qui t'a certainement fait quelque chose dans ton cœur si tu en as un. Bref, je m'en arrête là. Merci encore une fois pour ton écoute. Si t'as envie de soutenir la chaîne, je te dis pas ce qu'il faut faire parce que tu devrais le savoir. Parce que tous les autres youtubeurs le disent, donc voilà, je vais pas t'embêter avec ça. Donc merci de ton attention, à bientôt sur TikTok. Merci encore une fois de ton attention. Merci Mexico, à vous les studios, bisous.